L'enfant apprend entre autres par imitation. Il sera ravi d'imiter ses parents qui pianotent sur leur portable, qui regardent la télé pendant des heures, qui se prennent en photo. Je suis Graziella Napri, orthophoniste au Lamentin depuis quelques années. On parle aujourd'hui de surexposition aux écrans. Elle est particulièrement décriée en ce moment parce qu'elle représente pour certains un danger. Mais alors, de quoi parlons-nous? Les écrans déjà, qu'est-ce que c'est? Le téléphone, l'ordinateur, la télévision et puis les fameuses tablettes. La surexposition, c'est le temps passé devant ces écrans, en l'occurrence, jugé trop important, dont la limite a été définie en fonction de l'âge du sujet. Pour les enfants, l'OMS recommande d'interdire les écrans pendant les 2 premières années et autorise la limite d'1 heure par jour pour ces enfants jusqu'à leur adolescence. D'autres recommandent d'interdire les écrans avant l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans et jusqu'à 12 ans, ils recommandent une utilisation mesurée, accompagnée et progressive des écrans. Évidemment, les écrans participent à notre quotidien et présentent des intérêts incontestables. C'est très pratique, on peut accéder à des informations rapidement, on peut se déplacer en évitant les embouteillages grâce au GPS, on peut partir, découvrir, faire des voyages virtuels. Et puis c'est une source de distraction qui nous permet de nous détendre, d'accéder à des informations, à des formations, et puis d'assouvir une certaine curiosité. Les écrans présentent incontestablement des intérêts, mais pas que. Les écrans ont des impacts sur notre corps, donc la surexposition aux écrans, par la passivité qu'elle entraîne, peut entraîner des risques d'obésité chez les enfants, mais chez les adolescents et aussi chez les adultes. Elle peut aussi avoir une incidence sur la qualité de la perception visuelle, la qualité de la perception auditive, mais aussi sur la posture ou encore le développement de la motricité fine. On trouve aussi des impacts sur la socialisation, la communication entre les amis, entre les membres de la famille peut être biaisée à cause des écrans. Il y a aussi ces fameuses interactions parents-enfants dont les enfants ont besoin pour développer leur langage, qui est altérée par la surexposition aux écrans. L'enfant qui a le regard porté sur les écrans ne regarde pas son environnement. Le vocabulaire se développe en fonction de ce que l'enfant voit, de ce dont il a besoin de parler. Et s'il a les yeux rivés sur des écrans, il n'a pas besoin d'évoquer le monde qui l'entoure. Nous reviendrons dessus tout à l'heure, mais les parents doivent aussi regarder leur enfant pour les aider à développer le langage, mais aussi la pensée. Certains enfants sont décrits comme ayant des troubles autistiques et on se rend compte de plus en plus que c'est cette surexposition aux écrans qui peut avoir une incidence sur leur socialisation et sur leur communication. En rompant cette communication, cette surexposition aux écrans, les troubles sont moins importants. On arrive même à normaliser leur capacité dans ce domaine. La surexposition aux écrans peut aussi avoir une incidence sur l'humeur et le comportement de certains enfants, probablement de certains adultes. Mais les études portent essentiellement sur les enfants qui sont décrits souvent comme très anxieux, agités et qui ont souvent des pics d'agressivité. On peut aussi trouver des impacts, et là ça touche un domaine bien plus important sur le développement du cerveau, donc chez l'enfant, chez le jeune enfant, chez l'enfant et chez l'adolescent, qui peut avoir des troubles d'apprentissage, des troubles du langage oral, des troubles du langage écrit, mais aussi du raisonnement. On trouve aussi une incidence de la surexposition aux écrans sur le développement de l'imagination
et sur l'intelligence. Il y a aussi une incidence sur le fonctionnement du cerveau chez l'adulte. On ne s'en rend pas forcément compte, ou on n'attribue pas nos mots à cette surexposition, mais on ressent bien entendu des migraines, on a une moins bonne mémoire souvent, on a aussi des difficultés à s'organiser, à anticiper, à planifier nos actions quand on est surexposé aux écrans. Rassurons-nous, il existe des solutions. Il est même urgent de remédier aux effets négatifs de la surexposition aux écrans en réduisant le temps d'exposition chez l'enfant, chez l'adolescent, mais aussi chez nous, adultes. C'est d'ailleurs à nous, adultes, de donner l'exemple. L'enfant apprend entre autres par imitation. Il sera ravi d'imiter ses parents qui pianotent sur leur portable, qui regardent la télé pendant des heures, qui se prennent en photo ou qui regardent des vidéos. Il sera aussi ravi d'imiter ses parents qui bricolent ou qui jouent d'un instrument, qui lisent. Enfin, les enfants sont en attente de nos exemples. Il est temps de nous interroger sur le rapport que nous-mêmes, adultes, entretenons avec les écrans. Combien de temps passons-nous sur notre téléphone portable et pour quelle utilisation? En avons-nous une utilisation raisonnée et raisonnable? Pouvons-nous nous en passer? Et avec quelle incidence sur notre humeur à ce moment-là? Combien de temps pourrions-nous passer sans consulter notre téléphone? Avons-nous conscience des répercussions sur notre santé mentale, sur notre santé physique à nous aussi? Et puis, quel exemple donnons-nous à nos enfants en leur laissant penser que l'écran peut régner dans nos foyers? Et puis, pourrons-nous exiger d'eux qu'ils réduisent leur consommation d'écran quand nous n'en mesurons pas notre usage? Alors, bien sûr, il est difficile de ne pas checker ces messages, de ne pas y répondre tout de suite, de ne pas se mettre à jour sur les réseaux. Il est difficile de ne pas consulter le profil de ne pas regarder la dernière saison de ne pas regarder le clip qui est sorti hier. Ça fait déjà un jour qu'il est sorti. Bon, c'est difficile, mais de slide en slide, de vidéo en vidéo, les minutes défilent et puis tout ce temps passé à consulter nos écrans est du temps perdu. Quand nos enfants sont présents et que nous avons les yeux rivés sur notre portable, ce sont des occasions manquées d'interagir avec eux, de les accompagner en jouant avec eux, en leur parlant. Et du coup, ce sont des occasions manquées de les aider à se développer de façon cohérente. Se développer leur langage, développer leur pensée. Ce sont aussi des regards manqués. Ce sont aussi des regards manqués. On en parlait tout à l'heure. L'enfant a besoin du regard de son parent quand il réalise une action, par exemple, quand il joue, il a besoin que son parent le regarde en guise d'assentiment, de valorisation et d'encouragement. Nous pouvons y remédier, mais je vous encourage à y réfléchir vous-même pour trouver des solutions qui seront adaptées à votre quotidien et à vos besoins. Il peut être intéressant d'y réfléchir en famille pour que chacun participe à la recherche de solutions et du coup s'implique aussi dans leur mise en œuvre. Mais certaines pistes peuvent être explorées. Nous pouvons déjà commencer à estimer le temps que nous passons devant les écrans de façon à le réduire progressivement. Nous pouvons aussi privilégier les interactions directes avec nos enfants et à les multiplier. Il faut aussi que nous valorisions nos enfants en leur accordant à eux de l'attention et du temps. Nous pouvons leur prouver que d'autres activités sont possibles. On va citer le jeu, par exemple, ou la lecture qui favorise les expériences, permettent de découvrir
des choses dans des domaines variés. Le jeu et la lecture sont aussi de formidables façons de déployer l'intelligence, l'imaginaire, la créativité. Et il faut absolument que nous les intégrions dans notre quotidien, dans le quotidien de nos enfants, mais aussi dans notre quotidien, le quotidien de la famille. Nous pouvons aussi inviter les activités artistiques et sportives à la maison. Et concernant l'utilisation des écrans, il est recommandé de proscrire les écrans à certains moments de la journée, pour les enfants en tout cas. Il a été observé que les enfants qui regardent la télé le matin avant d'aller à l'école ont plus de mal à se concentrer pendant la journée. Ceux qui regardent la télé avant de s'endormir ont des difficultés à l'endormissement. L'endormissement est plus tardif et du coup ils sont plus fatigués et leur sommeil est de moins bonne qualité. Et puis, proscrire les écrans au moment des repas est également indispensable pour favoriser ces moments d'échange en famille et puis privilégier une communication directe. Nous pouvons peut-être trouver des créneaux adaptés, ponctuels et cadrés, au cours desquels nous regarderons un bon film en famille ou nous jouerons ensemble à un jeu vidéo ou nous regarderons ensemble un tuto qui nous permettra de créer ensemble un projet créatif ou de bricolage et pourquoi pas une boîte à déconnexion. La boîte à déconnexion dans laquelle nous nous engageons tous à ranger nos téléphones, nos tablettes, la souris de l'ordinateur, la télécommande pendant un temps déterminé et auquel chacun devra se tenir. Ça pourra durer quelques minutes au début, pourquoi pas quelques heures, et puis pour les plus téméraires, une journée entière, enfin la semaine, quoi. Enfin, on peut peut-être se challenger. Il s'agit surtout de se rendre compte que les écrans sont des outils intéressants, mais dont nous devons mesurer l'usage pour le bien-être de nos familles, de nos enfants, pour notre bien-être à nous et du coup, pour le bien-être de la société. Il n'est pas question de culpabiliser, évidemment, pour nous parents, avoir des moments de calme pendant lesquels on peut avancer sur le ménage, s'occuper de soi, lire par exemple pendant que nos enfants sont à la télé. Ce sont des moments agréables, privilégiés, auxquels nous avons du mal à renoncer. Cependant, une communication sereine avec nos enfants, de bonnes habitudes prises ou décidées là, dès demain par exemple, nous permettrait de réduire malgré tout le temps passé devant les écrans pour nos enfants, tout en nous accordant à nous-mêmes des plages de répit. Peut-être que les enfants sont capables de comprendre qu'il n'est pas question de toujours réclamer de l'attention. S'ils ont eux-mêmes une activité cadrée à faire en toute autonomie, le gain en autonomie est indispensable dans leur développement. S'ils ont une activité cadrée à faire en toute autonomie pendant que nous avançons sur le ménage ou que sais-je, ils pourront entendre et nous laisser cet espace de liberté. Il est peut-être aussi judicieux de leur proposer de participer à ces activités. Ils peuvent nous aider, ils peuvent apprendre en nous imitant dans nos tâches ménagères, si c'est ce qui nous occupe la journée. Ils peuvent bouquiner pendant que nous le faisons aussi, même s'ils ne sont pas en âge de lire. Le fait de prendre un livre, de l'ouvrir et puis de faire semblant de lire ou de raconter une histoire, c'est déjà de la lecture. Ils peuvent participer, nous accompagner, nous aider et ainsi passer du temps avec nous, mais du temps calme, du temps où chacun sera serein et en toute quiétude. Si vous avez déjà acheté une tablette à votre enfant et qu'il a déjà beaucoup de mal à s'en séparer, le travail sera certes plus compliqué, mais il est possible d'inverser la tendance et de prendre de bonnes habitudes. Vous avez la possibilité de responsabiliser vos enfants et d'en faire des interlocuteurs à part entière.
votre enfant peut discuter avec vous et entendre vos arguments à partir du moment où ils sont cohérents et à partir du moment où vous vous y tenez. Vous pouvez très bien décider avec votre enfant, en lui ayant expliqué les raisons du changement d'habitude, pourquoi vous choisissez de le priver de tablette pendant un certain temps qui sera défini avec lui et qu'il pourra voir s'écouler pour limiter l'anxiété que ça pourrait engendrer et lui proposer à la place une activité a priori plaisante. Il n'est pas impossible que votre enfant rejette cette activité qui vous semble à vous très intéressante, mais ce sera probablement le temps pour lui de s'habituer à ce changement. Ne baissez pas les bras, essayez de continuer, de lui proposer toujours une activité plaisante et différente, pourquoi pas. Apprenez à observer vos enfants. Quand ils sont sans tablette, ils sont capables quand même de vous montrer par leurs activités ce qu'ils aiment faire, ce qui leur fait plaisir. Il faut que vous puissiez les observer pour le savoir et ainsi leur proposer des activités qui sont adaptées à leur sensibilité et à leurs besoins. Ne baissez pas les bras, essayez toujours des solutions différentes pour que vos enfants soient enfin épanouis dans des activités qui leur font du bien et qui les aident à se développer.